Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Adoption ce jeudi 16 septembre par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale du projet du calendrier de la session parlementaire de septembre, reprenant la proposition des lois électorales et celle de l'accès à l'information. Ce calendrier sera soumis à la plénière pour son adoption. Une plaidoirie pour que la date du 16 septembre soit consacrée comme journée internationale de l'identité est menée par plusieurs nations. En République démocratique du Congo, l'Office national de l'identification ONIP, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ont sensibilisé ce jeudi sur l'importance de l'identification. Lancement ce jeudi 16 septembre à Kinshasa du nouveau médicament contre le virus d'Ebola dénommé Ebanga, fruit du professeur Jean-Jacques Mouyembe par le ministre de la Recherche scientifique José Mpanda. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'identité de l'être humain. Plusieurs pays plaident pour que la date du 16 septembre soit consacrée comme journée internationale de l'identité. En République démocratique du Congo, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, a mis toutes ses batteries en marche pour identifier la population, d'où l'organisation d'une matinée des plaidoyers ce jeudi à l'immeuble intelligent. Ce 16 septembre, partout à travers le monde, les nations sont en train de faire une plaidoirie afin que cette journée soit considérée comme la journée internationale de l'identité. Il fallait que l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, qui doit s'occuper de l'identification, de la création du fichier général de la population et de l'octroi de la carte d'identité, s'implique pour sensibiliser, pour mobiliser les citoyens afin que chacun comprenne l'importance d'avoir une carte d'identité, l'importance d'avoir une identité légale. Parce que quand on n'a pas une identité légale, on peut naître, grandir et mourir sans avoir presque existé. Présent à cette matinée des plaidoyers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Lacello, s'est apaisanti sur le travail qui est en train d'être fourni par la République démocratique du Congo afin d'arriver à identifier sa population. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Il tient à ce que la question de l'identité soit définitivement résolue en République démocratique du Congo, et cela avec l'appui de la population. L'identité, premier élément prouvant l'existence d'un être humain. Un être humain sans identité, c'est un être perdu. À la recherche d'une solution intelligente de la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements scolaires de son sous-secteur, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, séjourne depuis ce matin à Bruxelles, en Belgique, pour une mission officielle. La matinée de son arrivée n'a pas été tout repos, car aussitôt, le patron de l'EPST a participé à une séance de travail avec les responsables de la société Kilatu Online. Cet échange entre dans le cadre de la mise en place d'une solution intelligente pour la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements scolaires tels que voulus par le professeur Tony Mwabakazadi. Au final, il était question de redresser les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mission lui assignée par le gouvernement congolais.
L'agenda du ministre prévoit plusieurs autres rencontres avec plusieurs autres entreprises belges et même françaises en vue de la conclusion des partenariats susceptibles de contribuer au redressement du sous-secteur, de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais aussi à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement des bases, selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, sera revêtu de sa robe d'antan. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, a confié au Bureau central de coordination BSECO l'organisation et l'exécution du projet de la reconstruction, réhabilitation et modernisation des établissements médicaux publics. La cérémonie officielle de la signature du protocole de collaboration entre les patrons de la santé publique, le directeur général ad intérim du BSECO, Gaspard Kabongo Moukissé, et le responsable de l'entreprise Moderne Construction a eu lieu ce mercredi 15 septembre 2021 au cabinet du ministère de la Santé à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa-Gombe. Le BSECO est prêt à assumer cette mission avec dextérité et expertise, a déclaré Gaspard Kabongo Moukissé. Ce projet rentre dans le cadre de la politique édictée par les chefs de l'État pour la réhabilitation et modernisation des infrastructures sanitaires, donc du point de vue social. Et aujourd'hui, nous venons de poser 2 actes en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Nous venons de signer un protocole de collaboration entre le ministère et le BSECO. Comme vous le savez, le BSECO, c'est les bras séculiers du gouvernement en matière d'exécution de beaucoup de projets depuis 2001. Et il continue son bonhomme de chemin avec l'expertise qu'il a engrangée. Et aujourd'hui, les bâtiments dans lesquels nous sommes, tout ça a été exécuté par le BSECO. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé nous confie encore un mandat de moderniser et réhabiliter certains bâtiments de l'hôpital général de référence Mama Emo, communément appelé Mama Emo. Le BSECO est prêt à assumer cette mission avec expertise. Il faut noter que les travaux de l'exécution de la phase 1 ont été attribués à l'entreprise Moderne Construction qui a remporté le marché au terme du processus très compétitif suivant les normes d'un appel d'offres ouvertes au niveau international pour réhabiliter et moderniser complètement cette infrastructure médicale. Nous voici encore nous retrouver devant nous aujourd'hui. Après avoir été saisi par assignation en déguerpissement et en trouble de jouissance du 3 juin 2021 de Jacques Petit, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete a, dans un acte de signification du jugement avant dire droit, ordonné la suspension des travaux entrepris par la société Okeplast dans la parcelle sise sur l'avenue Bokiki, quartier échangeur dans la commune de Limete du plan cadastral numéro 12 au 401. L'acte salué par la partie Petit qui entend jure totalement de son bien. Nous avons été victimes de coups de force, de réinstallation encore de la société Okeplast qui s'était désintéressée d'elle-même, connaissant que nous avons des titres, c'est notre propriété, mais il y a eu un forcing qui a été fait et nous sommes allés au tribunal pour demander la suspension des travaux, fort de toutes ces décisions que je viens d'évoquer. Et le tribunal nous a accordé, depuis hier, le 13 septembre 2021, la société Okeplast a été signifiée par le TGI Matete de suspendre les travaux de construction dans les sites où abritent les collèges dont Petit et l'université catholique dont Petit, fort de ces titres de propriété et d'édition de cours et tribunaux qui protègent cette protection. La loi est dite au nom du président de la République. Dans cette période d'état de droit, personne n'a le droit de faire le forcing, moins encore intimider, ni faire des menaces de la part de qui que ce soit à l'endroit de son fondateur. Nous sommes dans la légalité. Nous appelons le ministre de la Justice, lui qui surveille les décisions de cours et tribunaux,
qu'il n'y ait aucune interférence politique, parce qu'il y a eu déjà des décisions qui sont devenues définitives il y a près de 20 ans en faveur de l'école et de l'université dont Petit Petit. A rappeler qu'il est nommé Petit Petit, propriétaire de la concession au centre de l'arbitrage de la justice, détient tous les documents des propriétés et entend saisir le tribunal des grandes instances Kinshasa-Gombe pour jouir totalement de son bien. Depuis son existence, l'aéroport national de Kolwezi dans la province du Lualaba n'a jamais été électrifié. Mais grâce à la politique managériale du directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, cet aéroport est désormais connecté au réseau moyenne tension. Tout est nouveau sur cette ligne. Pour son alimentation en entièreté, l'aéroport est aussi doté d'un transformateur moderne Pimpa 9 de 500 kVA. La SNEL a commencé les travaux d'alimentation de l'aéroport. La partie moyenne tension, les travaux sont terminés. C'est un transfert de 500 kVA qui va pouvoir alimenter notre aéroport. Donc il va nous rester seulement quelques petits travaux côté basse tension. Le gestionnaire moyenne tension de Kolwezi, Jules Moutekwa, donne également quelques précisions techniques. C'est une ligne qui sera structurée sur le feeder SNEL 2. Il y a une ligne là qui passe vers Moussombo, à l'université de Kolwezi. C'est à partir d'ici nous allons soutirer un peu cette ligne qui va alimenter notre aéroport de Kolwezi. Ce projet a été exécuté par l'entreprise Mining Engineering Service, MS, l'un des partenaires très actifs de la Société nationale d'électricité. Nous avons réalisé ces projets dans très peu de temps avec l'aide de la SNEL et nous sommes très contents. Le directeur général de la SNEL SA ne baisse pas les bras. Son souci est de matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers la RDC. Les innovations sont au centre de ses préoccupations quotidiennes. Reporté pour le 17 septembre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, pour éviter le chevauchement entre deux camps qui voulaient marcher, l'un de la Mouka pour dire non à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'autre qui tenait à soutenir les institutions de la République. La marche n'a pas eu lieu ce mercredi 15 septembre. Les militants de la Mouka qui n'ont pas respecté l'ordre du gouverneur de la ville et qui se sont mis en route ce matin pour manifester se sont vite dispersés par la police placés dans différents coins de la ville pour faire respecter l'ordre de la hiérarchie. Et les leaders de la Mouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, qui étaient à Tchangou pour marcher, ont rencontré la police sur leur chemin qui les a retournés dans leur véhicule et les a escortés jusqu'au centre Elaïs à Gombe. Donc on continue, peuple resepeli mingi, ndenge peuple azalaki mobilisé. Peuple azaliwana balobi ke tozasima na yo. Légitimité yango emonani. Même les journalistes qui étaient présents lors de cette activité ont été brutalement interpellés par la police, parmi Patient Ligodi, directeur des publications de l'actualité.cd. Interpellé brutalement, il témoigne. J'étais venu faire la couverture de la manifestation, comme on fait toujours, avec des confrères journalistes. Mais je suis arrivé pendant que Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou étaient déjà sur place. Alors pendant que je m'approchais, il y a eu des policiers qui se sont jetés sur moi alors que j'avais mon dictaphone et ma carte. Ils m'ont mis à terre, ils ont récupéré mon dictaphone ainsi que mon téléphone et ma montre, mon Apple Watch. Après cela, Martin Fayoulou a fait du bruit, menaçant de faire du désordre si jamais il ne me remettait pas mes affaires. Finalement, ils vont me remettre mon téléphone et mon dictaphone, mais pas la montre. Je pensais que c'était terminé, mais moi j'ai continué mon travail et puis on est monté sur un saut de mouton. Je suis descendu pour faire une interview avec Martin Fayoulou. Ils ont commencé à nous brutaliser et moi en premier, donc ils m'ont pris, ils m'ont traîné par terre, ils ont commencé à me taper et puis ils m'ont mis à l'arrière d'un véhicule de la police. Le policier commanditaire de cet acte brutal à l'endroit des journalistes est aux arrêts à Printemps. Allô? Oui. On a arrêté
contacté patient, on l'a mis dans la hospitalisé, je vous préfère, il faut vous prendre son téléphone et puis vous protéger. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette interpellation brutale du journaliste et patient Ligodi qui faisait juste son travail. Cette marche de la Mouka reportée pour le 17 septembre, nous nous demandons si les militants seront encore dans la rue pour manifester. Seul l'avenir nous en dira plus. La désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante en remplacement de Corneille Nangaa par les confessions religieuses continue à susciter des réactions dans la classe politique. Pour Maître Gauthier Kitala, analyse politique, Monsieur Paul Sapou a eu l'envol, si pas le goût, de pouvoir se lancer dans le domaine de la défense des droits de l'homme ainsi que la phase électorale. Alors, de là, il a eu le goût de dire qu'il pouvait lui aussi soutenir tous ceux qui sont des faibles, c'est-à-dire défendre les droits de l'homme. Et en défendant les droits de l'homme, M. Sapou ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à dire que son organisation de défense des droits de l'homme ne va pas rester seulement dans cette phase-là. Elle va également s'occuper de tout ce qui est matière électorale. C'est alors que M. Sapou a eu à mettre sur pied ce qu'on a appelé à son temps la Ligue zaïroise des électeurs. Et par rapport à tout ce qu'il a fait dans ces pays pour le domaine électoral, c'est lui le pionnier parmi tous ces mondes-là. Moi, je pense que le candidat idéal qu'on aurait dit déjà prendre depuis longtemps, c'est M. Paul Sapou. Maître Gauthier Kitala condamne la façon dont le dossier de Paul Sapou a été déclassé au niveau des confessions religieuses églises de réveil. M. Paul Sapou, lorsqu'il est venu, sa candidature a été déposée auprès du secrétariat de l'église de réveil. Curieusement, là, on ne le dit pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est juste pour donner un peu la lumière, comme vous venez de poser la question. M. Paul a vu sa candidature être, je dirais, même pas mis de côté, mais c'est comme si on s'était assis dessus. Lorsque la candidature est déposée, ça demandait, ça nécessitait à ce que ça soit sculpté comme toutes les autres candidatures. Qu'on puisse également voir où est-ce qu'il a péché pour qu'on le mette de côté, ou bien où est-ce qu'il a été bon, si pas meilleur, pour qu'on le retienne. Mais on n'a jamais su quel a été le mécanisme, quelle a été la motivation qui a poussé que même la lecture tout simplement de la candidature, si pas du CV, du dossier des candidats Paul Sapou, ne soit même pas lue. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.